Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Ce podcast existe grâce à Kellyo qui le sponsorise. Kellyo, l'éditeur qui propose tout ce dont les RH ont besoin dans une seule solution pour gérer les collaborateurs du recrutement à la paye. Pour les découvrir, kellyo.com/fr. Kellyo, K-E-L-I-O. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu dans ces locaux à Paris par Jean-Eudes Yaouedou, le CEO de Sickle, la start-up qui dépoussière le recrutement grâce à l'IA et la programmatique RH. Je vais y arriver. Jean-Eudes, c'est un serial entrepreneur, mais tu vas nous expliquer ton parcours, ton histoire. Tu es passionné par les nouvelles technos et leur impact sur le monde du travail. Donc avec Sickle, tu aides les entreprises à trouver les meilleurs talents là où ils se trouvent et à construire une marque employeur qui attire et fidélise. Un vaste sujet aujourd'hui. Exactement. Alors, accrochez-vous, on va décortiquer ensemble les secrets de la programmatique RH et découvrir comment l'IA peut transformer votre recrutement. Jean-Eudes, merci de ton invitation. Merci à toi. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Là, on enregistre en début d'après-midi. Tout va bien ? Le printemps vient de commencer à pointer son nez, donc ça va. Il se dit même qu'il y aura du soleil à Paris, quoi. Pareil. Ouais, c'est un truc de fou. Donc, ouais. Alors, Jean-Eudes, on va parler recrutement, on va parler programmatique, on va parler marque employeur. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, ce que tu as fait et ce qui t'a amené à créer Sickle aujourd'hui que tu diriges ? Oui, bien sûr. Donc, enchanté à tous ceux qui nous écoutent. Donc, moi, je suis Jean-Eudes, entrepreneur, CEO de Sickle. Sickle, très rapidement, c'est une startup qui révolutionne, comme tu l'as dit, l'acquisition de candidats grâce à l'IA et la publicité programmatique. On va en parler, mais la publicité en ligne. Moi, j'ai un parcours qui est à croisée de plusieurs disciplines, de formation business, puisque j'ai fait plusieurs écoles de commerce. D'abord à Nancy. Moi, je viens de Nancy, je viens de l'Est de la France. Très belle ville. Et donc à lycéenne. Place Stanislas. Place Stanislas, c'est ça. Exactement. Je connais un truc à Nancy. La plus belle place d'Europe. Ouais, okay. Quand même, on est assez fiers. J'avoue, on est assez chauvin dessus. Très belle ville. Et donc voilà, donc à lycéenne Business School. Ensuite, j'ai fait Strasbourg 1 an à l'ISEC. Ensuite, je suis parti à l'INSEC à Paris. Et ensuite, j'ai fait ma spécialisation à HEC, Paris. D'accord. Donc ça, c'est pour le côté un peu académique. Et en parallèle, j'ai toujours été un passionné de technologie, d'innovation. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc j'ai toujours été attiré par les situations complexes, les modèles économiques qui sont disruptifs, des problèmes à résoudre. Et je me suis passionné tout seul de technologie. Je suis un grand fan de science-fiction. Et je me suis formé, je me suis autodidacte sur l'informatique, notamment sur le code, parce que c'est moi qui ai écrit les premières lignes de code de Sickle. D'accord. Ouais. Ok. Et donc voilà, donc ça fait que ensuite j'ai travaillé dans le marketing digital, je suis passé par l'e-commerce également, et également par une start-up HR tech concurrent équivalent à Job Teaser qui s'appelle YouPeak, qui D'accord. je crois existe toujours. Ok. Voilà. Et avant de créer Sickle. Ok. Donc tu as créé Sickle il y a combien de temps à peu près là ? Alors avant de créer Sickle, j'ai créé une première activité qui s'appelait le CV Multimédia avec mes associés de l'époque, Dorian Liégeois et Hugo Ziller, et qui était une plateforme destinée aux candidats pour leur permettre de se valoriser à travers les soft skills, analyse de personnalité, et également un texte qui était généré par IA, c'était l'IA avant l'heure, voilà, qui était généré automatiquement pour qu'ils puissent le lire sous leur caméra, sous leur webcam, sur n'importe quel device, et se présenter en 1 minute 30, enregistré en vidéo. Ouais, donc c'était une sorte de CV vidéo, voilà. Et ensuite, on a changé complètement le modèle pour aller sur Sickle tel qu'il est aujourd'hui en 2018. Donc, d'accord. Voilà, 2018, des tout débuts prémices. Ok. Et qu'est-ce qui a fait ce changement de modèle en fait ? Quel était
le déclic qui vous a fait vous orienter vers Sickle? Et dès la programmatique en 2018 ou vous avez eu des étapes? Ouais, non, c'était la programmatique directement, donc la publicité en ligne au sens large. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que, alors c'était déjà le problème qu'on essayait de résoudre avec le CV multimédia à l'époque, mais on a compris que c'était un modèle qui allait être limité en termes d'expansion et de potentiel. Et alors que pour pouvoir attirer des candidats sur cette plateforme, on faisait de la publicité, puisqu'en fait on avait de la segmentation, on avait mis en place de la segmentation dans les bases d'utilisateurs des candidats. Donc on commençait à avoir des soft skills, des analyses, etc. Donc on segmentait les candidats par catégorie, et à partir de là, on faisait de la publicité pour les attirer sur la plateforme, une sorte de job board de CV Tech. Ouais. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que pourquoi faire de la publicité pour attirer des candidats sur une plateforme, pour ensuite donner l'accès aux recruteurs à cette plateforme, ou leur les faire postuler, plutôt que directement faire le pont entre les deux. Donc directement amener les candidats via la publicité, directement sur les offres d'emploi des recruteurs, pour qu'ils puissent postuler. Et à partir de là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire là-dessus. En termes de potentiel d'innovation technologique, déjà c'est bien plus lourd et bien plus important, parce que là on parle d'analyse de données, on parle de beaucoup de choses. Et puis on a travaillé à ce moment-là, on a fait un partenariat avec France Travail, à l'époque c'était Pôle Emploi, et toujours Pôle Emploi, qui a amené énormément de données, qui nous a fourni énormément de données sur la population à l'emploi, ce qui nous a permis de comprendre les enjeux de plusieurs dizaines de métiers, de typologies de métiers, en termes de soft skills, de compétences, de formation nécessaire, de tension sur le marché du travail. Et puis, in fine, en 2019, on se fait accélérer par Meta, par Facebook, qui adore justement l'idée et qui nous dit, écoutez, on va vous onboarder et, à Station F, et on va créer ensemble la technologie pour faire le pont justement entre ces données RH, classifiées par métier, et des données marketing, c'est-à-dire les données que nous, on laisse tous, tout un chacun sur Internet quand on se balade sur les réseaux sociaux ou ailleurs, pour être capable de faire le lien entre les deux. Ok. Ça a commencé comme ça. Ok, très très clair. Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques de manière le plus simple possible ce qu'est la programmatique RH. Parce que c'est pas un sujet que les RH utilisent tous les jours, c'est pas un outil qu'ils utilisent tous les jours. Ils sont pas des experts de la programmatique. Je suis pas non plus, j'en suis pas un. Donc, ça peut rester un peu flou pour certaines personnes. Ouais. Comment est-ce que tu l'expliquerais à quelqu'un qui n'y connaît rien de manière très concrète? De façon très simplifiée, c'est simplement le fait de transformer, en tout cas nous chez Sickle, c'est comme ça que la technologie fonctionne. On va transformer des offres d'emploi textuelles en publicité visuelle diffusée, donc avec des images et des textes, ou de la vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux ou sur Internet, mais notamment sur les réseaux sociaux, via le système de la publicité en ligne, donc ciblée. Voilà. Tout le monde aujourd'hui, quand on va sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais également sur Marmiton, Allociné ou n'importe quel magazine, on voit des publicités qui sont plus ou moins ciblées, qui sont plus ou moins correspondantes à notre typologie d'intérêt, d'activité, d'âge, etc. C'est exactement ce système que nous, on va exploiter pour toucher les candidats en fonction de leurs données personnelles, de leur pertinence professionnelle, de leurs compétences, etc. Mais au lieu de leur proposer des voyages ou des lunettes, une publicité pour des voyages ou des lunettes, ça va être une publicité qui va dire nous sommes l'entreprise X et nous recrutons des profils comme vous. Cliquez pour en savoir plus. Ok, donc, ça c'est très clair. Mais alors du coup, moi je suis RH, je recrute des commerciaux sur toute la France, mais je recrute en même temps, je sais pas, des opérateurs de production sur une usine. Est-ce que Sickle est l'outil idéal pour ce type de profil? Ou est-ce que c'est pour d'autres types de profils? En fait, qu'est-ce qui va faire en sorte que Sickle va fonctionner et les dispositifs classiques vont être moins pertinents? Alors, quand on parle de dispositifs classiques, il faut déjà recontextualiser. Aujourd'hui, il y a deux solutions, grosso modo, sur le marché, on va dire, traditionnel. Je diffuse une offre d'emploi classique sur Internet. Donc, c'est ce qu'on appelle le post and pray. Donc, je suis un recruteur, je mets une offre d'emploi, j'attends que le bon candidat passe sur la bonne plateforme, parce que je l'ai dit multidiffusé sur les job boards, par exemple. J'attends que le bon candidat passe sur la bonne plateforme au bon moment et soit intéressé et postule. Il y a plusieurs problématiques à cette solution. C'est on est limité aux candidats en recherche active, qui ne représentent que 20% grosso modo du marché à l'emploi. Les bons candidats ne postulent pas sur les job boards, ils sont déjà en poste. Donc il faut aller les sourcer. Deuxième problème, c'est que quand on va dans le sourcing, de l'autre côté, là on rentre dans quelque chose de très manuel, chronophage,
qui est long, et donc avec de l'humain, beaucoup d'humain, puisqu'il faut aller chercher sur des bases de données, sur LinkedIn, etc., en fonction des profils. Et donc, c'est plutôt réservé à des profils à forte valeur ajoutée, puisqu'il y a un coût humain qui est important. Nous, ce qu'on permet de faire, c'est d'aller le meilleur des deux mondes en automatisant le sourcing, puisqu'on va aller chercher directement les candidats actifs, mais surtout passifs, les 80%. les 80% manquants, qui sont en poste ou en veille, directement sur Internet, là où ils passent le plus clair de leur temps, sur tout l'ensemble des réseaux sociaux, et ça veut dire pas seulement LinkedIn, mais également Facebook, Instagram, TikTok pour les plus jeunes, Snap, etc., mais également sur l'ensemble du web, donc sur des magazines, etc., des médias, des magazines, des journaux, peu importe, des applications. Ça permet de répondre à la problématique de l'audience, donc d'avoir 100% du marché, tout en ayant des candidats qui sont ciblés, donc qui sont pertinents pour le poste. En tout cas, qui sont pertinents, beaucoup plus pertinents que quand on diffuse une offre d'emploi. Quand on diffuse une offre d'emploi, on a 10% de taux de candidature qualifié. Voilà. Ça, et encore, je parle des meilleurs. Voilà. Sinon, le reste, c'est que du bruit, des gens qui, on l'a tous fait, hein, qui tentent leur chance, voilà, et qui ne correspondent pas vraiment, mais qui essayent, et qui vont postuler, surtout qu'aujourd'hui, on peut postuler très facilement avec des profils déjà préenregistrés sur les plateformes. Voilà, donc nous, en fait, on va non seulement aller cibler les bonnes personnes, mais en parallèle, empêcher des personnes qui ne correspondent pas du tout, du coup, de pouvoir voir l'opportunité. Ok. Et comment ton outil analyse? Parce que tu dis, tu vas prendre mon offre d'emploi, et toi, tu vas la transformer, en fait, l'offre d'emploi. Exactement. Comment est-ce que tu vas la transformer techniquement? Alors, c'est là où, du coup, l'IA entre en compte. Nous, on a travaillé depuis 2018, justement, avec France Travail et avec Meta sur énormément de données. Aujourd'hui, on a plus de 5100 audiences qui sont audiences métiers, donc des métiers prédéterminés. En lien avec les métiers ROM Exactement. Ouais, okay. Exactement. En lien avec la classification Pôle emploi, enfin France Travail. Et ce qui nous permet, donc qui s'est enrichi au fur et à mesure des campagnes, avec des performances, avec l'analyse des performances, avec l'analyse des résultats, pour être capable aujourd'hui de cibler n'importe quel secteur d'activité, n'importe où à travers le monde, sur ces plus de 5100 métiers, donc autant te dire tout le panel possible de métiers aujourd'hui. Ça, c'est comme ça que nous, aujourd'hui, on arrive à cibler les candidats, et à partir de là, on va aller diffuser, lancer des campagnes qui vont aller toucher ces candidats en fonction de leurs critères sur les différentes plateformes pour les attirer. Donc l'IA va analyser les offres d'emploi, analyser notre base de données de compétences, de profil type, être capable de faire le matching entre les deux, peut-être de l'agrémenter même. Ensuite, seconde étape, de déterminer les meilleurs textes et visuels, puisque du coup il y a de la création, hein. On parle de publicité visuelle, le but c'est de faire en même temps la promotion de la marque employeur, et en même temps de l'opportunité, donc du sourcing et de la marque employeur. Et donc à partir de là, notre IA va générer des contenus pertinents en fonction de l'entreprise, en fonction de ses besoins, de sa culture d'entreprise et du poste. Et donc faire des suggestions. Aujourd'hui, il y a plus de 360 combinaisons qui sont testées en temps réel, combinaisons de texte, de visuel, voilà, qui sont testées en temps réel, et va diffuser et réadapter ces différents contenus sur toutes les plateformes avec lesquelles on est intégré, avec lesquelles on est partenaire. Donc tous les réseaux sociaux que j'ai cités un peu plus tôt. Donc, ils ont tous des formats différents, story, carousel, carré. Alors mais du coup c'est moi RH qui choisis les formats et les sites, comment ça fonctionne? Tout va se faire automatiquement par l'IA. On laisse le choix, nous, si la personne est a envie de mettre un petit peu les mains dans le cambouis, de paramétrer comme elle veut, parce qu'on a quand même et heureusement des HR qui sont un peu geeks, voilà, de plus en plus. Mais sinon, l'idée, c'était vraiment de faciliter, et donc chaque étape se fait automatiquement. Donc, à partir de l'offre d'emploi, tout va se faire dans mon back-office, parce que j'imagine j'ai un back-office en tant que RH. Il y a une plateforme, ouais. Ça permet de voir le budget, parce que j'imagine qu'il y a une notion de budget, forcément. Non seulement ça permet de voir le ciblage, on peut paramétrer, même rajouter des intérêts personnels, rajouter des mots-clés, etc. de ciblage, si on souhaite. Sinon, l'IA détermine automatiquement. 2, elle va générer les différents contenus, textes, donc les variantes avec des textes longs, textes courts, descriptions, etc., combinés. Toutes les combinaisons, on peut apercevoir à quoi ça va ressembler, et on peut changer si on le souhaite, sinon on laisse encore une fois l'IA décider. 3e étape, elle va déterminer à partir du budget initial quelle va être la répartition entre les différents canaux, parce qu'il n'y a pas les mêmes proportions, les mêmes efficacités, donc il y a une sorte d'algorithmie qui se met en place, de balance qui se met en place. Donc elle va sélectionner les canaux et répartir le budget entre elles. Et là aussi, soit je fais OK, je clique sur OK, soit je décide de changer les paramétrages moi-même, etc., si je suis un peu connaisseur. Et c'est fait.
Et ensuite, la campagne se diffuse et je reçois les candidats directement sur mon interface. Donc aujourd'hui, on a un CRM qu'on propose qui s'appelle Sickle Reveal qui permet de recevoir les candidatures, là aussi de les analyser par IA, de déterminer pas mal de choses sur le candidat à partir de là, c'est-à-dire ses compétences cachées, ses possibilités d'évolution au sein de l'entreprise, donc une prédiction comportementale sur ces évolutions possibles, son parcours résumé évidemment, et également de pouvoir une analyse de personnalité, voilà, on revient aux sources, et également si il est refusé, pourquoi, qu'est-ce qu'il devrait améliorer pour pouvoir optimiser sa candidature pour les prochaines entreprises. Tout ça sur une seule interface. Ok, alors là, tu m'as donné 40 idées de questions, donc on va y aller par étapes. C'est très riche. Déjà, je vais revenir aux canaux. D'accord. Ouais, donc l'IA propose des canaux, tu peux éventuellement un peu faire un peu de fine-tuning et puis retoucher. Aujourd'hui, objectivement, toi qui connais le marché, c'est quoi les canaux qui fonctionnent le mieux? Aujourd'hui, les canaux qui fonctionnent le mieux, c'est une combinaison de l'ensemble des moi, canaux. Quand j'en ai RH, ils me disent bah non, c'est LinkedIn, Exactement. et c'est LinkedIn. Et ça, c'est le piège. D'accord. C'est le piège dans lequel tout le monde tombe. Ouais. C'est je recrute, dès que je recrute du CSP et plus, je vais sur LinkedIn. Sauf que tout le monde y est, tout le monde fait la même chose et l'entreprise ne se démarque pas. Et en plus de ça, elle est mélangée vraiment dans un environnement où on s'attend à ce que les offres d'emploi arrivent. Le problème de ça, c'est que c'est très compliqué à faire, c'est manuel, etc. Nous, on s'est rendu compte que c'est vraiment la combinaison de l'ensemble des canaux. Il y a des canaux qui sont dédiés à la visibilité, à la marque employeur, qui sont plus efficaces. Parce qu'on est vraiment dans un système marketing, c'est du marketing RH. Voilà. Donc, les canaux visuels, donc les réseaux sociaux, etc., vont être dédiés à la visibilité, à mettre en avant la marque employeur, l'entreprise, de façon visuelle. Ensuite, on a d'autres typologies de canaux, donc peut-être un peu plus les médias qui sont externes, ou certains autres typologies de réseaux sociaux, ou par exemple Spotify, chez qui on fait des publicités aussi en audio génératif pendant l'écoute de la musique des utilisateurs, qui vont être beaucoup plus là pour parler de l'opportunité en elle-même, en disant voilà, telle opportunité est ouverte et vous correspondez. Si vous entendez ça, c'est que vous correspondez. Ou si vous voyez ça, c'est que vous correspondez. Et enfin, pour les capter, in fine, avec des formulaires, etc. Donc c'est vraiment un tunnel qui fonctionne de concert. Si on enlève une partie, si on enlève le haut du tunnel, la visibilité, forcément, il y a moins de notoriété. Et donc, le moment où on lance une offre d'emploi, ça fonctionne moins bien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On lance des offres d'emploi classiques. Personne n'est au courant, les gens ne connaissent pas forcément les entreprises, etc., etc. Il y a un problème de marque employeur. Donc nous, on prépare l'audience avec de la marque employeur, combinée à de l'acquisition avec des publicités beaucoup plus ciblées, qui font écho à la marque employeur que la personne a vue ailleurs. Et derrière, on collecte les candidatures de façon ultra efficace avec un système de formulaire optimisé pour la conversion rapide. Et ce qui te permet, alors moi j'avais cru voir un chiffre, 50% de CV qualifiés. Exactement. Versus les 10% dont tu parlais classiquement. En fait, on parle plutôt d'un multiple de 5 par rapport à l'existant. Et comment est-ce que tu fais concrètement pour atteindre ce niveau de 50% et quels sont aussi en parallèle, parce que c'est de l'IA, et l'IA peut aussi faire peur, certaines personnes, quels sont les biais que tu vas surveiller pour éviter la discrimination? Effectivement, il y a deux questions. Du coup, comment on fait? Premièrement... Comment tu fais déjà pour atteindre 50% versus 10 classiquement, on va dire? Alors, ça se fait de façon double. Au lieu de... On va prendre sur 100 candidatures, il y en a 10 qui correspondent initialement. Nous, on va réussir à amener non seulement 50 candidatures au lieu de 100, donc 2 fois moins. Ok, déjà, ok. Et dans ces 2 fois tu vas chercher moins de volume, peut-être? Moins de volume. Ok. Et plus de qualité, donc au lieu de 10%, 25% de qualité dans ces 50 candidatures. Donc on a à la fois plus de qualité. Ouais, tu joues sur les deux, sur les deux tableaux. Et en même temps, moins de bruit, et donc moins de temps perdu à trier des candidatures, parce que même aujourd'hui, avec les ATS et avec des filtres automatiques, ça prend quand même énormément de temps à trier. Et là, on a donné 100 candidatures et 50 pour faire un pourcentage, mais on parle de centaines de candidatures par jour. Ouais. Par semaine, voire par jour, voilà, en fonction des entreprises et des postes qui sont plus ou moins pénuriques. Donc il y a un vrai enjeu de volume, mais aussi de qualité, donc de volume de qualité, de volume, comme on veut. D'accord. Et le deuxième sujet, du coup, comment est-ce que vous évitez la discrimination par ces outils? Et donc là, ça c'est un vrai sujet chez nous, puisque... Parce que l'IA peut être biaisée, je sais, exactement. On sait, j'ai pas dit ton IA, mais l'IA peut être biaisée.
Est-ce que, par exemple, très concrètement, moi, je suis RH, je me dis, bon, voilà, sur ce poste-là, je vais paramétrer, je veux que des 25-35 ans, quoi. Donc, je veux pas de tout jeune et je veux pas... À 35 ans, ils sont vieux, les gens, donc j'en veux plus. Caricature, hein. D'accord. Mais malheureusement, ça existe. Tu le sais comme moi. Donc, est-ce que tu peux éviter ça? Et est-ce que tu peux faire en sorte, être certain que Sickle va donner sa chance à tous les candidats qui sont alors, de qualité, a priori, pour le poste à pourvoir, mais quel que soit leur parcours, leur âge, leur sexe, leur couleur de peau, peu importe, quoi. Ouais, exactement. Ouais, non, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Étant moi, je suis originaire du Bénin d'ailleurs, donc c'est un sujet qui me concerne directement, évidemment. Que je vous invite tous à aller visiter. C'est un magnifique pays d'ailleurs, en Afrique de l'Est. Et donc, c'est un vrai sujet. Dès le début, nous on a fait très attention, notamment avec les équipes de Meta et de Pôle Emploi, évidemment, bien sûr, de faire attention à ce que dans les paramétrages et dans l'analyse des données qu'on met en place, on évite tout critère discriminatoire. Donc, toute question qui est liée à la religion, toutes les données qui sont liées à la religion, à l'orientation religieuse, politique, genre, âge, etc., est proscrite et immédiatement supprimée. D'accord. Donc, nous, même dans l'interface, dans le back-office du RH, il ne peut pas sélectionner ni d'âge, ni de genre, etc. Il peut indiquer un indicateur de localisation. Ok. Voilà, parce que ça, c'est lié au poste. C'est pas une question de discrimination, mais c'est lié à là où va physiquement se présenter ou à le job. Si c'est un job de col bleu, par exemple, c'est l'usine de Tartampion à Nevers, au hasard. Si l'usine est à Nevers, par exemple... Il faut être pas très loin de Nevers, en tout cas avec des axes de déplacement pratiques. Voilà, c'est tout. Et dans les questions aussi de qualification qui sont générées automatiquement, parce qu'on a aussi un système de qualification automatisé, avec des questions pertinentes qui sont générées par l'IA en fonction du poste. Pareil, il y a toujours une double vérification sur la discrimination. Sinon, les campagnes ne partent pas. Ok. Impossible. D'accord. Donc ça, vous êtes vraiment vigilant là-dessus. Je reviens sur le parcours, parce que tu as dit effectivement que les candidats qui arrivent par Sickle arrivent dans un espace que tu as appelé Sickle, je ne sais plus comment. Reveal, ouais, c'est un CRM. D'accord, voilà. Moi, aujourd'hui, tu vois, je vois mes clients chez We Feel Good, ils ont beaucoup en ATS. Tout le monde n'en a pas d'ailleurs, mais beaucoup en ATS. Est-ce que tu te connectes aux ATS du client? Parce que moi, si j'ai mon ATS Tartampion et que j'ai Sickle, c'est super chouette, mais j'ai pas envie d'avoir de base, quoi. Exactement. Tu vois le truc venir. Ouais. Je ne vais pas être le premier à te la raconter, celle-là. Non, mais c'est exactement ça. En fait, le CRM de recrutement, il est là pour réceptionner les candidatures et pour émettre un deuxième filtre qui va permettre, donc comme je disais avec l'analyse par IA des profils des candidatures, de toutes leurs données, qui va permettre de tout de suite déterminer, ok, lui, il est pertinent, lui, il est moins pertinent. Et voici pourquoi. À partir de là, le recruteur fait son choix dans notre CRM, son CRM, et automatiquement, grâce à un bouton, injecte les candidats sur son ATS pour que son collègue, recruteur, ou lui-même, puisse vraiment s'occuper du process de recrutement. C'est-à-dire de faire des entretiens, de demander les feedbacks, les contacts des employeurs précédents, et les use cases, etc., etc., etc. Vraiment, ce qu'on a la partie humaine du recrutement. L'idée, c'est de faire gagner du temps sur cette partie pour pouvoir mieux se consacrer à celle-ci. Donc le CRM, c'est un SaaS. C'est un SaaS intermédiaire entre la publicité, le formulaire qui réceptionne la candidature, et l'ATS qui sert à analyser des candidatures pertinentes, et pas toutes les candidatures qui arrivent. Donc c'est vraiment comme ça. Donc aujourd'hui, on est connecté à plus de 115 ATS. Ah oui, quand même. Ouais. Ok. Sur 150 des bourrettes, je crois. Exactement. C'est Laurent Brois qui a fait le calcul il n'y a pas très longtemps. Donc quasi tous. Ah ouais, donc un gros volume. Et les majeurs, j'imagine, en tout cas. Les plus gros, et européens notamment, quelques-uns internationaux, américains, mais surtout français. Ouais, parce que Sickle, aujourd'hui, on peut recruter en France, mais tu peux recruter ailleurs qu'en France. On peut recruter à partir de la France, dans n'importe quel pays, ou depuis n'importe quel pays, dans n'importe quel pays. Ok, total. Ouais, totalement. Ah ouais, ok, c'est totalement possible. J'ouvre une usine, je sais pas, au fin fond de l'Allemagne, je peux le faire avec Sickle aujourd'hui. Tout à fait, on a plusieurs clients qui sont internationaux, en Allemagne notamment, avec Winamax, on a Vestas en Angleterre, en Australie, on a 3 brasseurs au Canada, on a d'autres acteurs en Espagne, etc. Donc ouais. Ok. Sans problème. Et donc tu disais que Sickle a aussi un produit qui est Convert, je crois, qui permet d'analyser la candidature. Alors c'est le CRM. C'est le CRM, d'accord. En fait, le CRM, il y a 2 fonctions. Ok. Gestion des candidats, pré-filtre. Ok. Voilà. Et grâce à l'analyse de l'IA. Okay. Donc la candidature est analysée, c'est l'étape 1 par l'IA, de nouveau, qui va sortir toutes les données.
et ensuite donner le résultat, son analyse au recruteur pour lui dire voilà ce que je pense de ce candidat-là. Versus le poste à pourvoir. Versus le poste à pourvoir, quel est son degré de matching et pourquoi, etc. Des axes de personnalité, des axes d'évolution possible, des axes de correspondance. Et le recruteur décide si, ok, lui, je continue avec lui, donc je l'injecte dans l'ATS, connecté par API, nativement, ou je le disqualifie du process à partir de là. Et comme ça, je pollue pas, entre guillemets, mon collègue qui s'occupe des recrutements derrière et qui, lui, passe des heures à discuter avec les candidats. Ok. Si moi, je me suis jamais lancé, j'ai jamais fait de programmatique RH, je veux faire de la programmatique RH avec toi. C'est quoi tes 3 premiers conseils que tu me donnerais pour réussir une campagne de programmatique? Est-ce que, par exemple, il faut que peut-être que je dis des bêtises, il faut que mon annonce soit rédigée de telle ou telle forme. Quels sont les éléments dont toi, tu vas avoir besoin pour être certain que la campagne de programmatique, elle fonctionne et qu'il y a un ROI, quoi? Ouais. Alors, initialement, on va dire, plus l'entreprise est attractive, plus l'offre est attractive, plus c'est facile. Bon, ça, c'est logique. Ouais. Voilà. Alors, c'est sûr, si tu t'appelles L'Oréal, c'est plus facile. C'est forcément plus facile. Ouais. Même si on cible les mêmes personnes au même endroit, dans la même ville, qui ont les mêmes compétences, mais il y en a une, c'est L'Oréal avec une rémunération attractive, et il y a l'autre, c'est la boutique du coin avec une rémunération moins attractive. Forcément, on part pas avec les mêmes armes. Ça, c'est normal. Maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en avant vraiment ce qui se fait la force. Automatiquement, l'IA, elle va faire ça. Elle va mettre en avant ce qui fait la force des entreprises pour justement permettre de décupler la marque employeur. Donc, pour moi, il y a un premier travail initial en interne qui est, quand je dis un travail, c'est une petite réflexion, qui est sur qu'est-ce qu'on veut apporter, qu'est-ce qu'on veut offrir. Okay. Voilà, on n'a pas les mêmes armes que telle grosse boîte, tel grand groupe. Donc, qu'est-ce que nous, on peut mettre en avant? Voilà. Ça, c'est un premier exercice interne, je dirais. Et le deuxième point à ne pas sous-estimer, c'est justement la combinaison de l'ensemble des canaux. Ne pas tomber dans le piège de « Ah oui, mais je recrute des commerciaux, donc je vais aller les cibler sur LinkedIn. » Et c'est tout. Bah non, parce qu'en fait, les commerciaux, ils sont aussi sur Instagram. Ils lisent aussi des magazines qui sont liés, je sais pas, aux jeux vidéo ou à la voiture. Et donc, on peut aller les cibler sur Internet, sur ces sites-là. Ils lisent aussi, ils font peut-être de la cuisine aussi. Donc, on peut les cibler sur Marmiton. Ils vont au cinéma, donc on peut aller les cibler sur telle application liée au cinéma, etc., etc. Et c'est là où ça fonctionne. C'est vraiment cette combinaison omnicanal, multicanal qui fonctionne. Et des sites web comme ça, là, tu m'en as cité 5-6, là. T'en as des centaines? Des millions. Ah oui, quand même. Ouais. Ok, d'accord. On parle en millions de sites web. D'accord, donc vous avez travaillé sur tout ça et pour s'adapter à l'audience, en fait. Exactement. En fait, pour être transparent là-dessus, on a fait, nous, 3 ans de R&D avant de commercialiser la solution. Donc on l'a commercialisé en 2021. Tout à l'heure, tu me parlais un peu tu me posais une question sur le parcours. Ouais, sur la jeunesse, 2018, 2019, 2020, imposé par le Covid quand même, R&D pur. D'accord. Du travail sur les données, sur la segmentation, sur la classification, sur les différents canaux, sur la façon d'analyser chaque donnée de chaque canal, parce qu'il faut bien se rendre compte que chaque plateforme a sa propre typologie de données, sa propre construction, et donc il faut être capable de fusionner tout ça pour que ça puisse fonctionner partout. Et puis ensuite, la commercialisation a commencé en 2021. Voilà. D'accord. Et depuis, et après, c'est un effet boule de neige qui nous permet d'enrichir et d'être de plus en plus efficace, et aujourd'hui de proposer un deuxième produit qui est le CRM de recrutement par IA, qui permet d'analyser les candidatures. Ok. Alors justement, comment tu vois, toi, un petit peu le futur? On voit l'IA qui bouge à une vitesse de dingue. Ouais. Pas très clair. Vite. Toi, tu as forcément un peu plus de recul que moi sur le sujet, parce que moi, je l'utilise un peu comme tout le monde, bête et méchant, depuis 2022, quand ChatGPT a décidé de se lancer sur le marché grand public. Toi, aujourd'hui, sur l'évolution folle de l'IA, quelles sont les prochaines étapes pour Sickle en matière d'IA et comment tu comptes maintenir un peu ton avance aussi sur le marché? Ouais, alors l'IA, c'est un peu la folie en ce moment. Là-dessus, je te rejoins complètement. Ça va très très vite. Nous, la vision, c'est d'être toujours le plus pertinent possible. Donc, on va dire que nous, notre indicateur, c'est le multiple justement de taux de candidature qualifié. La vision ultime, c'est d'arriver à 100%. Alors, je suis idéaliste parce qu'il y aura toujours 0,01%. Avec toujours le même entra, peut-être moins de candidatures, mais des candidats qualifiés. Exactement. Donc là-dessus, on travaille sur
beaucoup d'aspects au niveau de la data, avec l'équipe data, avec l'équipe technologique, sur la classification, sur être de plus en plus pertinent, être surtout de plus en plus réactif, parce que non seulement l'IA évolue vite, mais également les populations évoluent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une segmentation sur un profil de commercial itinérant dans les assurances, on va se rendre compte que, je sais pas, il a tel besoin de tel niveau de formation, telle typologie d'expérience, tels intérêts personnels, mindset pour se différencier. La semaine prochaine, ça peut être autre chose. Voilà, j'exagère parce qu'aujourd'hui, on va dire que les commerciaux, on se rend compte qu'ils sont intéressés par les voitures. Je dis n'importe quoi. La semaine prochaine, il y a une nouvelle console qui sort, et en fait, on se rend compte que en fait, ils sont tous intéressés par cette console de jeu. Voilà, ou ils sont tous intéressés finalement par l'horlogerie. Et finalement, là où avant il fallait avoir un bac+3 pour se différencier, la population a évolué. 1 an plus tard, maintenant tout le monde a un bac+5, donc il faut un bac+5 pour ce poste, etc. Donc les populations et donc les segmentations elles-mêmes évoluent. Donc nous, c'est vraiment d'être capable de s'adapter en temps réel à ces évolutions des différentes audiences, première chose. Et deuxième chose, d'être capable de proposer, là pour le coup aux recruteurs, des fonctionnalités qui vont toujours lui faciliter la vie. Plus de qualification, plus de précision dans le ciblage, plus d'outils, plus d'informations sur le futur du candidat en entreprise, son potentiel, plus de recommandations sur comment aborder ce candidat et pourquoi, etc. etc. Ok. Donc voilà. Comment tu vois en parallèle l'évolution du métier de recruteur, toi ? Alors, une seule réponse, une digitalisation vraiment forte. Très forte. C'est pour moi obligatoire, il n'y a aucun doute là-dessus, que le métier est en train de se rapprocher déjà du marketing beaucoup. Ouais. On le constate dans plusieurs postes, que ce soit la marque employeur ou les talent acquisition et ces aspects, avec une fonction RH qui devient de plus en plus déterminante dans les entreprises, de plus en plus clé. Au sein des entreprises, là où avant c'était c'était la fonction support, etc. Maintenant c'est vraiment quelque chose qui est en haut de la pyramide entre guillemets au niveau de la direction, parce que ça devient vraiment clé sur la rétention, sur les talents, sur tous ces aspects-là qui sont liés aussi à la budgétisation. Hein, ouais. Vraiment, il y a beaucoup d'aspects. Donc digitalisation et un rôle avec alors de l'IA, mais obligatoire, évidemment, pour gagner du temps à tous les niveaux et dans les fonctionnalités et de la performance. Et puis, troisième point, une mise en valeur au sein de l'entreprise, plus importante. Ok. Et savoir utiliser la programmatique, du coup. Et savoir est-ce que c'est une compétence ou est-ce que toi, tu vas aider à utiliser la programmatique, en fait ? Alors, c'est une compétence. C'était une compétence qui aurait été intéressante il y a quelques temps, ouais. Mais aujourd'hui, il y a SQL. Effectivement, donc qui permet justement de donner clé en main toute cette compétence sans avoir besoin d'avoir passé des diplômes de data ou de marketeur. Ok. Et du coup, petite question héroïste quand même sur SQL. Est-ce que pour utiliser SQL, il faut que j'ai un volume de recrutement minimum sur tel ou tel poste ? Comment est-ce que tu fonctionnes ? Parce que j'imagine que c'est pas lié. Si je recrute, je sais pas moi, un ou une DAF. Ouais. Est-ce que SQL est pertinent ? Alors, ou pas ? Originalement, nous, on a commencé effectivement par des volumes plus importants. C'était plutôt une raison business, parce qu'il fallait aller chercher le maximum de données possibles à analyser sur le maximum de métiers possibles. Et donc pour ça, les grandes entreprises étaient plus adaptées. Et en plus, en termes de chiffre d'affaires aussi, en tant qu'entrepreneur, c'était aussi, il fallait faire survivre la société pour être capable de continuer à développer. Et ce qui nous a permis de segmenter de mieux en mieux les audiences, avec, comme je te disais, on est passé de 1500 audiences métiers référencées l'année dernière à 5100 aujourd'hui. Donc ça va très très vite et de façon exponentielle. Et là maintenant, on propose dorénavant des solutions dédiées aux PME et aux TPE avec des ciblages beaucoup plus fins. Oui, donc on n'a pas forcément du volume par définition. Pas forcément de volume, oui, voilà. Par définition. PME, TPE, c'est-à-dire peu de recrutement. Ok. Oui. Des recrutements épars tout au long de l'année. Quelques-uns à partir de 2, même 1 en réalité. Simplement, ce qui se passe avec un recrutement, c'est ça. Là où on en est aujourd'hui, c'est qu'un seul recrutement, on va pas avoir une valeur ajoutée qui va être très forte. Légère, mais pas encore très forte. Donc, la balance est encore équilibrée. Mais demain, ça sera le cas. Par contre, pour tous les autres typologies de métiers, à partir de 2-3 recrutements par an, là, il n'y a pas photo.
Ok. Et là, il y a du volume quand tu parles, par exemple, je sais pas, des commerciaux itinérants dans l'assurance. Tu prends une grosse boîte d'assurance, quelle qu'elle soit, elle en recrute forcément des dizaines par an, voire des centaines. Oui, exactement. Là, c'est. Ah oui, non, là, c'est même plus. La question se pose même plus. Là, tu vois le ROI. Normalement, le ROI, tu vois quoi. Il est immense. Ouais, il est immense. Et quand j'ai parlé de x5 tout à l'heure de taux de candidature qualifié, plus on a du volume et plus ce taux augmente. On n'est pas à x5, nous, avec nos gros clients, on n'est pas à x5. On est à beaucoup plus. On est à x8, parfois x10. Ah oui. Oui, le taux de candidature qualifié. Par rapport aux démarches traditionnelles. Exactement, par rapport aux offres d'emploi classiques. Okay. Ou au sourcing manuel. Ok. Mais t'es quand même pas contre les offres d'emploi classiques. Non, pas du tout, puisque de toute façon, on part de là. C'est sûr important. On part de là pour pouvoir, nous, ensuite, ressortir toutes les données et être capable de générer les contenus. C'est complémentaire, ça permet d'accélérer, d'aller plus vite. Et puis, dans tous les cas, le candidat, quand il est ciblé par une publicité ou une vidéo, aussi attractive soit-elle, et aussi bien ciblée soit-elle, et sur la bonne plateforme et au bon moment, quand il va cliquer dans son lit ou dans le métro, qu'il va cliquer sur l'annonce, il faut qu'il arrive quelque part et qu'il puisse comprendre l'opportunité. Donc là, il faut une offre d'emploi. L'offre d'emploi, elle est plutôt descriptive. Elle va permettre d'indiquer ce qui va se passer dans le poste, plutôt que d'être à une volonté d'attractivité. Elle est plutôt, j'ai été intéressé, maintenant je regarde, parce qu'on m'a mis quelques exemples, quelques données du poste, du visuel, du texte accrocheur, quelques points clés, et je clique, et là, maintenant, je peux prendre le temps de regarder et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous avez déjà fait des enquêtes auprès des candidats pour mesurer comment ils ont perçu le fait d'avoir vu une publicité sur Marmiton ou un site qui n'est pas dédié au recrutement à la base? On l'a fait il y a 2 ans. On l'a pas refait depuis, mais ça serait intéressant parce que ça évolue vite. On l'a fait il y a 2 ans. À l'époque, c'était très très bien reçu. Surtout que je me souviens qu'à l'époque, on était un peu il y avait un peu ce truc dans la publicité où les gens commençaient à dire ah oui, il y a trop de publicité partout. Maintenant, tout est sponsorisé par la publicité, etc. Les médias. Et donc nous, on venait justement mettre un peu d'eau dans le vin en disant ben voilà, justement, au lieu de voir de la publicité pour entre guillemets des choses un peu plus superficielles, là, on parle quand même d'opportunités d'emploi ou de formation parce que je l'ai pas précisé, mais la solution, elle est également exploitée par des organismes éducatifs, donc universités, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs. Ou centres de formation pour attirer des candidats pour leur programme de formation. Voilà, donc c'est la même chose. Formation, recrutement, on est dans les RH. Et donc voilà, donc c'est quand même plus intéressant que d'avoir de la publicité pour je sais pas pourquoi. Non, on va passer de marque. Voilà, on va passer de marque. Voilà, mais c'est question, on parle de TV programmatique aussi. Tu y vas sur ce terrain de jeu? Parce que moi, je le vois sur ma box. Je raconte ma vie, une petite box orange. Et je commence à voir des publicités de l'artisan du coin alors que je regarde Koh-Lanta. C'est vraiment toute ma vie, en fait. Voilà. Et alors, tu vois, j'ai L'Oréal, tiens, on va dire L'Oréal, Renault, et puis j'ai l'artisan du coin qui fait une publicité à la télé. Et je me dis, mais c'est génial ce truc. C'est top. Parce que ça permet de rendre l'accès aux médias TV à quelqu'un qui n'aura pas les moyens de faire une publicité TV à la base. De toute façon, ça c'est clair. Est-ce que ça, c'est un terrain de jeu sur lequel tu vas aussi avec Sickle? Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on le fait déjà. C'est ce qu'on appelle de la CTV, donc CTV, Connected TV, donc TV connectée en français. Puisqu'aujourd'hui, toutes nos télévisions quasiment sont connectées, soit à la box, soit directement. Et donc, ça permet de voir des publicités qui sont ciblées, soit localement, soit en termes de profil type. En termes d'emploi, on pourra le faire aussi. Et donc, du coup, ça nous permet également de diffuser. C'est plutôt des vidéos, t'as remarqué, c'est pas des statiques, c'est plutôt de la vidéo. Et donc, nous, les formats vidéo vont aussi se mettre sur les TV connectées, sur les télévisions connectées au sein des. Et ça, c'est des vidéos que ton client va te donner ou que toi, tu vas générer avec de l'IA aussi? Non, aujourd'hui, la vidéo générée par IA, pas encore. Pas encore. Même chez les leaders technologiques, c'est encore un peu compliqué de réussir à faire quelque chose. Donc là, tu préfères une vraie vidéo qui est donnée vraie vidéo donnée par la marque employeur, par l'agence de communication RH, ou faite simplement avec un téléphone, ce qu'on appelle des UGC, c'est-à-dire c'est du contenu généré par l'utilisateur ou par l'employé. Directement en disant avec son téléphone quelque chose de très naturel, en disant bah voilà, moi mon poste c'est ça, c'est comme ça chez nous dans nos bureaux, et ça marche très très bien. Les gens ont besoin d'authenticité, de voir plutôt quelque chose de très 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 préparé par une grosse agence. Ça marche super bien. Donc c'est des vidéos comme ça très simplement, pas très longues, quelques secondes, quelques dizaines de secondes, qui sont diffusées et qui apparaissent sur les télévisions. D'accord. On n'en voit pas. Avec Sickle. Du coup, j'ai plein de questions que j'ai pas préparées, donc ça va tout seul. Je suis un grand fan de YouTube. Et que je paye pas YouTube, donc j'ai des pubs. Vous pourriez aller sur ce terrain de jeu aussi, ou pas? Vous allez déjà sur des terrains de jeu? J'ai rarement vu des pubs d'emploi. Alors, je suis peut-être pas la cible. Attention. C'est vrai. J'ai plus de 50 ans, donc j'ai plus aucun employeur qui veut de moi. Donc voilà.
Ça, c'est un autre sujet. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors. Ouais. Non, mais est-ce que la pub YouTube, par exemple, est-ce que ça assimile à la pub réseaux sociaux pour toi? Ouais, exactement. En fait, j'ai pas précisé tous les canaux, mais YouTube, et c'est en fait Google, parce que YouTube appartient à Google. Okay. Google, c'est un de nos partenaires majeurs. C'était le deuxième partenaire après Meta, donc après Facebook, Instagram. C'était Google, avec qui on a signé notre deuxième partenariat technologique. Donc, qui inclut Google moteur de recherche, YouTube, et également d'autres, tout ce qui fait partie de l'environnement de Google, évidemment. On a fait même de la publicité dans le Gmail, parce que Gmail gratuit, il y a des publicités promotion qui ressemblent à des emails, mais quand on clique, c'est un visuel. Eh ben, ça vient aussi. Ça, vous pouvez le faire. On le fait, tout ça est géré automatiquement dans l'interface. L'utilisateur. Sans avoir les Gmail des gens. Sans avoir les. Vous n'avez pas les Gmail perso. C'est de la publicité basée sur les intérêts, sur le profil, sur les données. Voilà. On n'a aucune coordonnée de personne. On ne peut pas cibler une personne spécifiquement. Et heureusement. C'est impossible. Oui. C'est toujours un pool minimum de quelques centaines de personnes. Et dans ces quelques centaines de personnes, on va essayer de capter le plus de personnes, d'intéressés possible. Est-ce que tu vas sur du SMS? Non. Pas encore. Non, mais parce que je vois de temps en temps des publicités qui m'arrivent, ça nous arrive tous. Je me dis, ça peut être un marché d'aller aussi sur ce terrain. Non, on le fait pas. C'est un système qui est quand même différent techniquement. C'est différent. Il n'y a pas forcément de visuel ou enfin envoyer de l'image avec. C'est un peu différent. Et puis surtout, ça peut être apparenté à du spam. Enfin, personnellement, je sais pas. Je rentre déjà là quand je suis dans la publicité. Bon, je suis sur Internet. Je sais qu'il y a des publicités. Oui, je sais. Aujourd'hui, c'est normal. Là, directement dans son téléphone, on se demande où est-ce qu'on a le numéro de téléphone, où est-ce que. Je pense que c'est pas top. D'accord. Ok. C'est pas quelque chose qui nous attire en tout cas en termes de fonctionnalité. Ok. Donc, bon, alors ta plus grande fierté depuis que tu as créé Sickle, c'est quoi? C'est quoi, de quoi tu es plus fier aujourd'hui? De permettre à des milliers de candidats, de milliers de personnes tous les jours de trouver. Vous arrivez à chiffrer? Vous arrivez à chiffrer un petit peu ces datas-là? Ouais, on commence à les chiffrer. Alors, j'ai plus les chiffres en tête là. De nombre de personnes que vous avez pu candidater, puis peut-être chez tes clients, de nombre de personnes qui ont été recrutées. Je sais qu'on est un peu plus de 100 000 aujourd'hui, depuis qu'on a lancé la solution. Alors, combien en temps réel il faudrait qu'on se pose dessus. Mais ça tourne autour de ces eaux-là. Ok, très très clair. Alors, le temps tourne. Une anecdote pro que tu n'as jamais raconté à un micro? Un truc que tu n'as jamais dit à personne? Que tu as eu avec un client, un prospect, un candidat, un collaborateur? Ouais. Tu peux anonymiser. Allez, alors, c'est plutôt une chose qui t'a surpris. Une leçon que j'ai appris. On était, alors je pense que c'est déjà arrivé, mais je l'ai jamais dit, pendant notre toute première levée de fonds. On en a fait plusieurs, et la toute première, donc très stressé. C'était le rendez-vous final. Il y avait tous les partenaires du fonds d'investissement qui étaient là. Et je lance la démo produit. Donc à la fin de la présentation. Et gros bug qui contredit tout ce que je viens d'expliquer en live, et vraiment de façon assez claire. Donc là, j'avais deux choix, soit je paniquais, soit je disais on recommence, etc. T'assumes. Et j'ai improvisé, j'ai expliqué que on était en train de faire des mises à jour, ce qui était le cas, effectivement. Et j'ai improvisé à l'orage, j'ai utilisé du coup des analogies, beaucoup de storytelling et de choses très visuelles. Et en fait, ils ont tellement aimé qu'ils ont validé, parce que ils ont fait ça beaucoup plus clair, clarté du discours, avec une compréhension qui était simple. Donc, et on a réussi la levée de fonds comme ça. Donc j'ai fait 100 démos produits in fine sur une solution technologique. Donc j'étais assez fier, et j'ai surtout compris que au-delà des supports, de façon générale dans beaucoup de métiers, au-delà des supports visuels, que ce soit plaquettes ou produits, ce qui compte, c'est vraiment la vision et la capacité à raconter une histoire. Et que ça touche l'auditeur et qu'il puisse exactement comprendre. C'est primordial et c'est vraiment prioritaire à toute technologie. Okay. Voilà. Ça marche aussi pour les RH. On est sur un podcast qui s'appelle On n'a jamais fait comme ça. C'est quoi ton On n'a jamais fait comme ça, entre guillemets, préféré en matière de RH? C'est quoi la pratique innovante que tu aimerais voir généralisée aujourd'hui dans toutes les boîtes de France et de Navarre?
Le truc que tu supportes plus, en fait, et que tu aimerais vraiment qu'on change, quoi. Il faut arrêter de diffuser des offres d'emploi de façon classique, comme si on était en 99, et s'attendre à avoir les meilleurs talents qui arrivent. Voilà, il faut faire de la programmatique RH. Voilà, aujourd'hui, avec Sickle, évidemment. Les mêmes causes entraînant les mêmes conséquences, quoi. On est d'accord. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast ? Soit comme toi, des professionnels qui touchent la fonction RH, ou soit des RH qui t'inspirent, que Oui. tu trouves intéressant. Alors, quelqu'un que je suis beaucoup et qui est également un ami, c'est David Bernard de Assess First, Ouais, bien sûr. ouais, que tu connais, Ouais. qui est très intéressant, qui est quelqu'un qui a toujours pensé Qui est brillant. out of the box, entre Ouais, guillemets, voilà, de ouais. façon très, très différente. Et je sais que j'ai des échanges qui sont très riches avec lui, et qui a toujours soutenu Sickle en plus depuis le tout début. Donc salut David, si tu veux, d'où tu sois dans le monde, parce que lui sa boîte est remote. Ouais, maintenant. toi, elle est pas remote ? Non, on n'est pas, on est partiellement, donc, D'accord, notamment ok. l'équipe technique qui Ok. peut être, Ouais. qui est très peu présente au bureau, mais parce que le métier le demande. Mais non, je suis plutôt pour le coup dans cette vision plutôt d'une cohésion et Ouais, d'une énergie ok. sur les métiers, notamment les métiers opérationnels, commerciaux, etc. Mais lui, il a fait le choix d'être full remote. Oui, depuis le début, il assume. ouais, Ouais. exactement. Il le Et- revendique fortement, même. Exactement, Ouais. donc c'est très intéressant. Et puis, je dirais en deuxième, mon ex-associé, Dorian Liégeois. Ouais. Donc, Dorian, si tu me salut, si tu m'entends. Et qui, lui, était ensuite responsable recruteur senior chez Avisio, et qui maintenant a lancé tout un système qui s'appelle Recops pour révolutionner et réinventer le recrutement, enfin l'opérationnel des recrutements, c'est-à-dire les systèmes opérationnels du recrutement. Ouais, je vois Toujours bien. pour le digitaliser et le rendre plus efficient. Ok, très clair. Comment tu fais ta veille pro ? Déjà, est-ce que tu fais une veille pro ? Oui, bon, elle vient à moi plutôt. Ouais, ok. Elle vient à moi, la vieille pro, un peu forte par. C'est une veille pro plutôt RH ou une veille pro plutôt business, entrepreneur ? Alors, du coup, Ou les deux ? tout. Ma position m'oblige à être un peu partout, donc je suis en même temps sur de la finance, sur des technologies, donc très technologique IA, produits, et les aspects aussi commerciaux, l'économique aussi, le marché, comment le marché évolue, les entreprises, ce sont mes clients, et RH, Ok. évidemment, pratique RH. Donc un peu de tout, donc alors je suis abonné à beaucoup de newsletters, moi c'est plutôt par newsletter. T'es plus newsletter, Ouais, toi ? c'est pour ça que je disais que ça vient Ouais, à moi. après c'est un canal. Boîte email, et dès que j'ai un peu de temps, j'essaye d'en ouvrir quelques-unes et de les regarder, de cliquer sur quelques liens. Mais je t'avoue que je suis très pris et c'est un peu compliqué. T'as du retard dans tes newsletters. Ouais, beaucoup, dans tous mes emails en général. Et ma boîte LinkedIn est surchargée, donc j'ai du mal aussi à me balader sur LinkedIn pour regarder. J'essaie de faire vraiment quand. Ouais, tu prends pas. T'es présent sur LinkedIn évidemment, Ouais. mais tu prends pas tant la parole que ça sur LinkedIn aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, non. Je l'ai fait un moment. Tu l'as fait plus à un moment. Je l'ai fait un Ouais. moment, Ouais. et puis après, les responsabilités te rattrapent, et donc il y a beaucoup plus de choses à gérer et moins de temps à penser à ce qu'on va écrire. Mais je vais essayer de remédier à ça. Ok. Je vais voir comment je peux faire. Bon, après, chacun fait comme il peut et Ouais. comme il veut. Hein, tu sais. Non, mais si tu Ouais. as pu le constater, du coup, ça me fait plaisir. Ouais. Alors justement, si on veut te contacter, on fait comment ? On va sur Sickle directement. Alors, par email. Ouais, par email, mais on n'attend pas une réponse immédiate. Non, du coup, voilà, il faut être un peu patient. Alors, faut être encore plus patient sur LinkedIn. Donc, non, le plus simple, c'est de contacter sur Sickle directement, Ok. dans le chat ou dans le formulaire. Et donc, comme ça, c'est quelqu'un de l'équipe qui filtre et qui me transmet immédiatement toutes les demandes. Ok, très clair. Un grand merci Jean-Eudes Merci à toi. pour ce temps, pour ton énergie. Merci. Je te souhaite le meilleur pour la suite parce que je pense que sur l'IA, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Tu as un peu d'avance versus la moyenne des autres personnes en RH, mais je pense qu'il y a encore énormément de sujets. Donc, à toi de nous les faire découvrir. Plein de choses, on est dessus. On a Ok. beaucoup de choses dans les bacs. Ok, un grand merci à tout le monde, à bientôt. Merci, au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!